c'est Margot Chevrier, j'ai 23 ans et je suis en équipe de France de saut à la perche. Donc, ça fait maintenant 10 ans que je suis licenciée à Nice, au Nice Côte d'Azur Athlétisme. Et à côté de ça, je suis en cinquième année de médecine. Donc, c'est un double projet un peu rush, mais ça me permet de faire mes deux passions tous les jours. Donc, c'est plutôt pas mal. Ouais, ben, les deux tableaux, il y a des moments où c'est plus compliqué que d'autres parce que ben, en période de partiel, forcément, c'est un peu plus rush. Après, j'ai des aménagements avec ma fac. Donc, eux, ils sont super ouverts sur le côté sportif et ils considèrent que des doubles projets comme ça, c'est beau et que, ben, en général, des sportifs de haut niveau, c'est des caractères et des personnes qui ont envie de faire les choses jusqu'au bout et donc ils sont plutôt contents d'avoir à terme des médecins dans leur équipe qui peuvent avoir ces qualités-là. Donc, ils sont super ouverts et ils me permettent de passer, par exemple, un seul semestre par an au lieu de deux. Mes stages au CHU, ils sont aussi un peu aménagés. Je suis en stage maintenant que les matinées et pendant que les autres sont en stage toute la journée. Donc, ça me permet quand même de pouvoir poser des jours quand je pars en stage d'entraînement ou quand je suis en compétition. Et en même temps, j'ai un peu plus de temps que les autres pour pouvoir travailler mes partiels. Donc, pour l'instant, ça se passe bien. Après, voilà, il y a des moments où c'est forcément plus simple et des moments où c'est plus compliqué. Mais ça, de toute façon, je pense que c'est pour tout le monde. L'athlétisme, j'ai découvert parce que mon papa faisait de l'athlé quand il était jeune et qu'il a continué à courir. Alors lui, il faisait du demi-fond, du fond, carrément du marathon après quand il était adulte. Mais ça a toujours été une discipline qu'on regardait à la télé. Puis bon, c'est la discipline olympique, donc quand on regardait les Jeux, forcément, il y avait beaucoup d'athlètes et puis c'est ce qui plaisait, donc on regardait beaucoup. Mais quand j'étais vraiment petite, je faisais de tout, c'est-à-dire que l'obligation chaque année, c'était de choisir un sport ou de la musique ou n'importe quelle activité extrascolaire, mais qu'en tout cas, quand on est fini l'école, on ne soit pas devant la télé à la maison. Donc avec mon frère, on a toujours, on a dû prendre des licences. On pouvait changer de sport tous les ans si on voulait, mais par contre, on en choisissait un, on était obligé de faire l'année complète et après, si on voulait rechanger, on changeait. Et du coup, je suis passée par beaucoup de sports. J'ai fait des sports de combat, j'ai fait de l'escalade, j'ai fait de l'équitation pendant longtemps. Mais à chaque fois, je me retrouvais à faire des sports un peu soit casse-cou, soit carrément des sports de combat. Donc là, pour le coup, ça collait bien. Et même quand j'ai fait de l'équitation, je faisais pas du dressage ou des trucs tranquilles, je faisais du saut d'obstacle. Donc c'était vraiment toujours un peu le fil conducteur. Et puis, j'ai voulu faire de l'athlé tôt, mais mon père me disait tout le temps, commence pas trop tôt parce que en général, à 5 6 ans, il y en a qui commencent l'athlé. 10 ans plus tard, bah, tu as déjà 10 ans d'athlé dans les jambes et tu n'as que 15 ans. Donc, à 15 ans, au pire, tu as fait des sélections jeunes ou tu commences les sélections jeunes. Mais si vraiment tu veux continuer l'athlé longtemps, bah, on risque de se dégoûter assez vite. Donc, il me disait, attends un peu, fais d'autres trucs, essaye d'autres choses, va explorer un peu les autres sports. Et à peu près au collège, en fait, après les Jeux de 2012, après Londres, moi, je lui ai dit, mais en fait, c'est bête parce qu'en fait, j'ai vu Renault faire de la perche et gagner les jeux. Et je me suis dit, non, mais c'est de l'athlète que je veux faire, c'est ça que je veux faire. Alors, je voulais pas faire de la perche spécifiquement à ce moment-là, je pense. En tout cas, je me rappelle pas comme ça, mais je voulais faire de l'athlète. Donc, en 2012, on a fait les séances d'essai, j'ai commencé l'athlète. Et puis après, quand on commence et qu'on est jeune, on fait de toutes les disciplines, en fait. On peut pas se spécialiser tout de suite. Donc, on passe par les lancers, le sprint, le demi-fond, les crosses. Et on fait un peu de saut. Alors, la perche, ça arrive pas tout de suite parce que je pense que c'est un peu les disciplines qui font peur aux entraîneurs et qu'il faut avoir les infrastructures, il faut avoir le matériel, il faut avoir les coachs qui sont capables de l'enseigner aussi. Et puis, j'ai commencé de temps en temps, une semaine sur deux, on avait une séance de perche. Et en fait, j'ai fait une séance et j'ai trouvé ça trop cool. C'était pas du tout la discipline dans laquelle j'étais la meilleure, même très très loin de là d'ailleurs, parce que j'étais vraiment pas bonne. Mais par contre, ça m'éclatait. J'étais vraiment meilleure sur les crosses, sur le demi-fond. Mais par contre, les entraînements de demi-fond et les crosses, c'était cool, mais une fois que c'était fini, quoi. Donc, j'étais un peu embêtée au début parce que quand il a fallu que je choisisse, c'était vers 15 ans, je crois, 15 16 ans, on doit choisir une spé ou deux à la limite, mais il faut que ce soit quand même, faut que ça colle. Le demi-fond et le saut, par exemple, ça colle pas trop parce qu'au niveau des entraînements, ça n'a rien à voir. Et j'étais embêtée Mhm. parce que mon père était dans la partie demi-fond cross. Et donc, je m'étais dit, si je prends pas ça, il va peut-être être un peu déçu ou ça va pas être son sport vraiment parce que c'est pas sa discipline. Et en fait, lui, il m'a dit, mais fais un truc qui te plaît, quoi. Tu pourrais même faire de la danse classique. Si c'est ça qui te plaît, nous, de toute façon, on viendra aux compètes de danse classique et ça nous fera plaisir. Donc, du coup, ça m'a soulagée et je me suis dit, OK, bah, je vais vraiment faire de la perche parce que c'est ça qui me fait rigoler. Et c'est vraiment quand je fais de la perche que je suis contente d'aller à l'entraînement. Et depuis 2015, bah, je fais de la perche tous les jours. Enfin, en tout cas, je m'entraîne pour la perche tous les jours. Et après, 2015, pareil, j'ai changé de stade et d'entraîneur pour faire que ça. Et c'est l'entraîneur que j'ai encore aujourd'hui. Donc, ça fait
crois que c'est la 7e année ou 8e année qu'on s'entraîne ensemble. Et alors au début, c'était, on va dire, pas de la découverte, parce que j'ai fait de la découverte quand j'étais plus jeune avec les coachs du club. Mais quand j'ai commencé avec Sébastien, c'était voilà, dans l'objectif de compétition. On s'entraînait peut-être 3 fois par semaine, de temps en temps 4, mais j'étais au lycée à côté, donc il y a tout de suite eu une relation super cool avec mon entraîneur et on a été proches. Mais moi, j'avais pas forcément cette optique d'aller gagner les championnats de France ou les championnats du monde ou d'aller faire une carrière professionnelle. Moi, avec le niveau que j'avais et ce qu'on m'avait dit avant chez les jeunes concernant l'athlé et surtout la perche, les derniers mots que j'avais, c'était que je ferais jamais 3 mètres. Donc moi, j'étais pas du tout dans l'état d'esprit d'aller battre tout le monde et tout gagner. Et en fait, lui, un jour, on était à Hercules, donc c'est un meeting Diamond League, circuit qui est à Monaco, et on était dans les tribunes. Et moi, ça faisait des années que je jugeais en fait sur la piste. J'avais mes diplômes de juge parce que comme j'étais pas très très bonne dans mon sport, c'était mon moyen pour partir en compétition avec les équipes, c'était d'être juge. Et du coup, dans les tribunes, il me dit est-ce que ça te plairait d'être avec ces filles-là sur la piste? Et moi, je lui dis tu sais, Seb, j'ai jugé déjà pendant 3 ans avant. C'est sympa, hein, mais c'est cool aussi de regarder le concours dans les tribunes. Et il m'a dit non, non, mais il me dit, je te parle pas d'être juge. Il me dit, je te parle d'être sur la piste avec elle, avec un maillot et un dossard dans le dos, quoi. Et là, je lui ai dit, bah ouais, carrément, pour le coup, c'est le grand rêve. Il y avait des championnes olympiques et des championnes du monde sur la piste. Bon, il y avait mon père qui jugeait parce que lui, il continue de le faire même maintenant sur mes compétitions. Mais j'ai dit, moi, carrément, d'être athlète avec elle, ce serait incroyable. Et il m'a dit, bah si tu veux, si toi, ça peut être ton projet, moi, je t'emmène faire les Jeux de Paris. Et à ce moment-là, je faisais 3,95 m. Donc, je n'avais même pas passé la barre des 4 mètres. Et c'était l'année où je rentrais en médecine. Donc, c'était juste après mon bac. Et je rentrais en prépa médecine genre le 15 juillet, donc peut-être 5 jours après qu'il me propose ça. Et lui, ça l'a pas choqué. Il s'est pas dit, oh, elle va aller en médecine, ça va pas marcher, machin. Il m'a dit, de toute façon, tu fais partie des gens, si tu t'es mis ça dans la tête et que tu as décidé que tu serais médecin et championne olympique, eh ben, tu seras médecin et championne olympique et il n'y a rien qui t'arrêtera. Donc, autant que je prenne le train avec toi et puis après, je t'emmène là où je peux t'emmener. Et il m'a dit, si c'est ton projet, c'est le bien. Et en fait, de ce soir-là, je suis sortie du stade. Par hasard, je marche le long du stade pour retrouver mes parents et d'une limousine, il y a le recordman du monde du saut à la perche, Boubka à l'époque, qui sort. Et en fait, en sortant de sa limousine, moi, je marche la tête un peu pressée. Je lui rentre dedans. Et en fait, je me recule et j'avais 17 ans. Et je me dis, ah ouais, non, mais là, c'est Boubka devant moi, un truc de fou. Et je me suis dit, bon, là, c'est un signe. Il me propose ça 30 minutes avant et je sors du stade, je rentre dans Boubka. Une semaine après, sur une intervention avec le comité olympique du 06, je rencontre Issine Bayeva, donc la record woman du monde de la perche, qui est encore elle aujourd'hui. Et en fait, ces 2 semaines-là, elles ont été vraiment charnières parce que je me suis dit, bon, ok, là, avant de rentrer en médecine, je crois que j'avais vraiment besoin de ça. Mon coach, il y croit. Bon, mes parents, ils y croyaient, mais depuis le début. Donc, puis quand ça vient des parents, c'est toujours un peu différent parce qu'on se dit, bon, forcément, les parents, ils sont toujours derrière nous et c'est peut-être moins objectif. Là, le fait que ça vienne du coach et que ce soit son métier de repérer des athlètes et de préparer des athlètes, je me suis dit, OK, là, lui, il voit quelque chose, c'est qu'on peut faire quelque chose. Et en fait, de ce jour-là, j'ai pas un seul jour pas pensé au jeu, sans que ce soit une pression ou un truc de différent par rapport à d'habitude. Mais en tout cas, chaque fois que je venais à l'entraînement, c'était dans un jour cet objectif-là. On était en 2017, donc il y avait les Jeux de Tokyo entre-temps. L'objectif, c'était qu'il me prépare pour les Jeux de Paris. Et en fait, d'année en année, je progresse. Après ma P1 que j'ai eue de la première année, j'ai fait championne de France. Donc, c'était mon tout premier titre chez les jeunes. Et en fait, après, d'année en année, je bats mes records, je passe mes années de médecine les unes après les autres. Et je commence à faire les championnats de France élite. Après, je fais des médailles au championnat de France élite. Et puis après, je fais 4,50 en sortant de confinement l'année des Jeux. Et là, je me dis, avec les Jeux qui sont décalés d'un an, ça devenait possible de faire pas que Paris 2024, mais de faire aussi Tokyo. Et ça a changé les choses parce que forcément, tu te dis, en fait, là, c'est pas dans 5 ans, c'est dans potentiellement 6 mois. Donc, on s'est entraîné pour ça. On savait que c'était possible, que c'était compliqué parce qu'avec les histoires de ranking, de tous ces trucs-là, pour les jeunes, c'était un peu compliqué de progresser dans le ranking au début. Mais ça restait faisable. Donc, on est parti sur le fait de s'entraîner à fond et de, pourquoi pas, faire les Jeux à Tokyo. C'est pas passé à 2 ou 3 passes près, parce que le ranking, les meetings, il faut en faire beaucoup, il faut rapporter des points, il faut faire beaucoup de fois des grosses perfs.
Et moi, à cette époque-là, c'était un peu trop récent pour que j'en fasse beaucoup. Mais en tout cas, j'avais déjà fait les 6 premiers mois de 2021, on va dire l'année 2021, à me dire, OK, là, je m'entraîne pour les Jeux qui sont dans pas longtemps. Et c'est pas passé à pas grand-chose, mais je pense que ça m'a quand même appris à... Bon, j'étais super déçue quand la sélection est sortie, même s'il n'y avait pas photo, j'avais pas forcément ma place là-bas. Mais, euh, mais de les regarder encore à la télé, de me dire, OK, cette fois, je les regarde, mais pas en tant que gamine qui a commencé l'athlé et à qui ça fait plaisir de regarder son sport, mais en tant qu'athlète qui un jour va être sur la piste et qui, en regardant les Jeux, apprend de ce que font les autres, en fait. Et ça a été la première fois que j'ai regardé les Jeux dans cet état d'esprit-là. Et bon, j'avais fait 4,50, 4,51 même. Et ça passe en finale à 55 et il y a genre 4,50 et ça, il y a la 6e place à 4,50 et là tu te dis, bon, finalement j'avais peut-être un peu ma place là-bas, mais voilà, après le match c'est facile de le refaire. Donc après, de 2021 jusqu'à maintenant, ben, là pour le coup l'objectif c'était Paris 2024 et c'était devenu plus que juste le rêve ou la ligne directrice. C'est vraiment l'objectif, c'est-à-dire que je m'entraînais pour ça, les compètes qu'on faisait, on les faisait dans ce sens-là. Et année après année, il y avait des objectifs qui étaient mis en place pour avoir une progression qui fait qu'au jeu, j'étais prête. Et enfin, qu'au jeu, je serais prête en tout cas. Et pour l'instant, bah, on déroule le papier et ça se passe plutôt bien. Les objectifs, ils sont remplis, même un peu plus que prévu. Donc voilà, j'ai fait entre-temps les Europes par équipe. Après, j'ai fait les Europes jeunes. Et l'année dernière, j'ai pu faire les mondes en salle, les mondes en extérieur et les Europes en extérieur. Et là, bah, dans 15 jours, même pas dans 10 jours, on a les Europes en salle. Donc pour l'instant, j'apprends à chaque fois que je fais une sélection et j'en mets toujours un peu plus dans ma valise de compétences pour me préparer pour les Jeux. Et puis bah, maintenant, ça arrive vite. Donc dans un an et demi, on a les Jeux à Paris. Non, je m'étais dit, je prends comme ça vient sur les mondes en salle parce que j'avais été sélectionnée un peu au dernier moment sur une grosse perf que j'avais faite 3 jours avant la sélection. Donc pour les mondes en salle l'année dernière, j'étais partie un peu de ce principe-là en sachant que moi, on prend ce qui vient. C'est ce que je dis sur le papier. Et puis après, une fois que je me trouve sur le stade, je me dis, ouais, non, je vais gagner. Alors que même si il y a 20 centimètres entre moi et les meilleurs, je me dis quand même, c'est une compète et tout est faisable. Et bah, j'ai toujours considéré que une fois que tu t'entraînes pour ça, ça reste un championnat où tout est possible. Et que si tu viens pas pour la gagne, bah, tu seras même pas sur le podium. Et si tu viens pas sur le podium, bah, tu seras pas dans le top 8. Donc, l'état d'esprit, ça a toujours été d'avoir des objectifs forcément abordables et cohérents avec la préparation qu'on a et avec les perfs avec lesquels on arrive. Mais après, ça reste un championnat, donc il peut se passer n'importe quoi. On l'a vu au monde. Je faisais partie des 6 meilleurs sur les engagés au monde en extérieur et pourtant, en finale, je fais 0. Donc, ça m'est arrivé à moi, ça peut arriver à d'autres. Ça peut être les favoris qui sortent en qualif. Et là, pour les Europes en salle, il y a une concurrence qui est intéressante pour les 3 premières. Il y a eu des grosses perfs. Et ensuite, il y a vraiment moyen de se faire une place sur le podium. Et comme ça reste un championnat, il y a vraiment moyen de faire une très belle place. Donc, il y a des étapes avant à franchir. Il y a des objectifs à franchir. On a des qualifs déjà sur un championnat en salle. Normalement, on a finale directe. Là, on a des qualifs le matin, très tôt. Et on est 18 et il n'y en a que 8 qui passent en finale le lendemain soir. Donc, c'est la première étape, c'est de réussir à sauter à 9 h du matin parce que c'est pas non plus super courant et qu'on n'a pas forcément l'habitude de le faire. Donc, il faudra se préparer pour ça. La deuxième étape, c'est de faire partie des 8 meilleurs pour rentrer en finale. Et ensuite, la dernière étape, ce sera d'aller en finale et là, se dire, bah, OK, tout est possible et je viens pour gagner, je viens pas pour faire deuxième ou troisième ou dernière. Donc, j'ai pas encore fait j'ai fait mon season best à 4,61, mais j'ai pas encore montré tout ce que j'avais à montrer cette saison. Donc, la forme est en train de monter, on est en train de se préparer et normalement, c'est censé être au maximum d'ici 10 jours, 15 jours. Donc, ça colle avec les dates des Europes. Donc, on verra ce que ça peut donner. Alors, globalement, pour être bon perchiste, il faut courir vite parce que ça aide, parce que plus on court vite, plus on peut prendre des perches dures. Justement, sur ces perches dures-là, pour les prendre, il ne faut pas avoir peur. Donc là, c'est du mental. Il faut avoir vraiment un engagement qui est sans faille, je pense. Parce que c'est un sport qui est dangereux, qui peut être dangereux en tout cas. Et forcément, on a un instinct de survie. Et si dans notre tête, l'option de ne pas sauter, elle existe, bah, on va courir et on ne va pas sauter. Donc il faut que cette option-là, elle n'existe pas et qu'en bout de piste, on n'ait qu'une seule idée, c'est de sauter et d'aller passer au-dessus de la barre. Et ensuite, bah, il faut être assez costaud parce que quand on arrive vite et qu'on a des perches
assez conséquente, on va dire, bah, faut encaisser les chocs à l'impulsion. Il faut, au niveau gym, être bon parce qu'il faut se mettre à l'envers. Donc, c'est pas non plus des repères qu'on a tout le temps. Et techniquement parlant, c'est beaucoup de gym. Et puis après, je pense que de toute façon, tout ce qui est demi-fond et encaisser les saisons qui s'enchaînent, les semaines d'entraînement qui s'enchaînent. Et puis après, dans une compétition, des fois pendant 3 heures, on est en activité, 3-4 heures. Ça, c'est aussi une qualité. Si on l'a, c'est mieux. Mais globalement, ça, c'est ce qui fait qu'on peut être bon perchiste ou très bon perchiste. Mais je pense que pour la seule compétence qu'il faut avoir, qui est indispensable et que on peut travailler, mais ce sera jamais autant que si c'était inné. Tout le reste, la muscu, la course, l'aérobie, tout ça, ça se travaille avec les années. Moi, il y a 6 ans, je courais pas vite, j'étais pas forte, je pesais à peu près 40 kilos. Donc j'étais vraiment pas, j'étais très loin du gabarit du perchiste qui va faire les jeux. Mais par contre, on est allé en muscu, on est allé en gym et j'ai appris pas mal de choses et j'apprends encore maintenant. Enfin, je suis en train de progresser. Et donc ça se travaille. C'est de l'entraînement et ça met plus ou moins de temps, mais ça peut se travailler. Alors que le mental, la partie vraiment, je viens pour gagner, j'ai pas peur. Et changer de perche, changer d'élan et faire des trucs que tu n'as jamais fait dans ta vie, te mettre en danger, c'est ce qui te fait plaisir et c'est ce qui te fait rigoler. Ça, c'est quelque chose, si tu l'as pas, pour moi, tu peux pas faire tous les jours ce sport et tu peux pas être en compète et être régulier et compétitif tout le temps. Parce que quand on est en compétition, on a un peu plus d'influx nerveux, on a un peu plus d'envie. On va changer de perche parce que les perches d'avant deviennent trop souples. Si on se retrouve à notre corps et qu'on a peur de passer notre corps, bah, on ne va pas le faire. Et si quand on change de perche, on a peur de prendre la perche du dessus, bah, on ne va pas sauter avec. Donc du coup, on va s'enlever des chances en fait, de battre son record et de faire des grosses perfs et de gagner des championnats. Donc ça, c'est un truc, moi quand je débarque à l'entraînement, je suis la première à dire à l'entraîneur, ah, mais là, c'est trop souple, il faut que je change, il faut que je change. Et lui, il me dit, non, mais calme-toi, c'est pas trop souple, ça allait un peu, mais il faut que tu travailles sur ça parce que justement, j'ai tellement changé de perche rapidement parce que j'avais pas peur et parce que c'était un peu le truc qui me faisait rigoler en fait. Pour moi, c'est la compétition, même à l'entraînement, c'est plus tu prends des perches dures, plus tu es un gros bulldozer et plus tu vas gagner. C'est pas aussi simple que ça, mais dans ma tête, c'est aussi simple que ça. Donc du coup, mon entraîneur, il est plus du genre à me dire, OK, là, on est à l'entraînement, il faut travailler, il faut se calmer. Donc on fait des trucs techniques. Les grosses perches, on les prendra en compète. Mais en attendant, cet état d'esprit-là que j'ai, ça me permet de faire des choix que d'autres ne font pas forcément et de prendre des risques que d'autres ne prennent pas forcément. Et du coup, bah, je sais que mon entraîneur en bord de, en bord de stade, dans les tribunes, quand on est à... des fois, on fait des trucs de fou. Il y a des entraîneurs qui nous regardent et qui nous disent, mais qu'est-ce que... Enfin, votre choix là n'a aucun sens. L'année dernière, j'ai changé de gamme complètement. Je sautais sur des grosses perches pour femmes, on va dire, que déjà toutes les filles ne prennent pas. Et je me suis dit, pourquoi on ne prendrait pas encore la gamme du dessus, qui est plutôt normalement une gamme de mecs bon niveau national ou très bon niveau régional, enfin, ou chez les jeunes en tout cas. Mais les femmes sautent quasiment jamais avec ça. C'est des 4,60 m, donc c'est des perches qui sont beaucoup plus grandes que celles que prennent en général les filles. Et je lui ai dit, bah ouais, mais moi je suis grande et je sens que dans mon style de saut et dans ce qu'on fait techniquement et ce qu'on essaye de capter, les 4,45, elles vont plus me suffire. Et ça, quand j'ai dit, en arrivant, en plus mon coach n'était pas là en compète, j'ai fait vraiment ce choix-là sur un coup de tête. On a demandé aux fournisseurs de perches ce qu'ils avaient. Par hasard, ils avaient à peu près ce qu'il fallait, mais on n'avait aucune garantie que c'était les bons indices de flexion parce que moi, je n'avais pas du tout de repères sur les 4,60 m. J'avais les gammes du dessous, mais je n'avais pas celle-ci, donc on ne savait pas trop. Il n'était pas là avec moi en compète. Et en fait, quand je suis arrivée, les coachs ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais quoi? Enfin, il y a les mondes cette année, tu es en train d'essayer de te qualifier, tu veux essayer de battre ton record et de faire des trucs bien. Et tu n'as même pas encore stabilisé un truc sur des 4,45 que déjà tu veux changer et faire un truc que personne ne fait. Et je leur ai dit, bah ouais, mais moi je sens que c'est comme ça que ça va marcher. Et ça me tirait vers le haut parce qu'à chaque fois qu'on me dit ouais, ça, tu n'y arriveras pas, bah, derrière, je me plie en douce pour montrer qu'en fait, si j'y arrive. Ça a été comme ça avec médecine, ça a été comme ça avec le sport. Et au final, là, j'ai dit ah ouais, vous pensez que je ne voulais pas pouvoir prendre des 4,60, bah, je vais vous montrer. Et en fait, avant l'échauffement, j'ai mon coach qui m'appelle et qui me dit bon, euh, c'est un risque. Il est mesuré parce que je pense que c'est une bonne idée. Il me dit après, dans le fond, vraiment sincèrement, je ne sais pas si c'est une bonne idée parce que peut-être que ça va rien t'apporter du tout, mais au moins on aura testé. Peut-être que c'est trop tôt par rapport à ta carrière, mais au moins on le saura et dans quelques années, tu pourras revenir dessus. Mais en même temps, si ça se trouve, c'est le moment et si ça se trouve, c'est ça qui va te faire capter 1 milliard de trucs. Donc il m'a dit, tu les prends.
Tu fais ce que tu veux pour l'échauffement, si tu veux commencer avec la gamme habituelle et changer après, si tu veux le faire pendant ta compète parce que tu as l'influx nerveux Mhm. en plus ou pas. Et moi, j'ai dit, ouais, t'inquiète, je gère. Et en fait, je suis arrivée à l'échauffement, j'ai fait des sauts sur élan réduit comme je fais d'habitude, et en fait, je suis arrivée sur élan complet. J'ai pris la première perche que j'avais, donc la plus souple, qui était dans cette nouvelle gamme que j'avais jamais essayée. J'ai mis mon strap, j'ai pris ma colle et je me suis dit, bon, voilà, de toute façon, c'est le moment. Au pire, je fais un retour piste où je reviens en arrière, j'atterris pas sur le tapis. Bah, ça arrive à tout le monde et moi, ça m'arrive particulièrement souvent parce que ça m'arrive de faire un peu n'importe quoi. Mais au pire, c'est un retour arrière de plus et c'est pas bien grave. Je sais, enfin, je me ferai pas mal, quoi. Et en fait, en ayant la conviction que c'était une bonne idée et que dans le pire des cas, bah, ce serait pas une bonne idée, mais c'était pas grave. J'y suis allée à 100% et j'ai fait mon saut à 100% et le saut était 20 centimètres plus haut que ce que j'ai toujours fait. Techniquement, je sautais beaucoup mieux que ce que j'avais toujours fait parce que ce temps de flexion-là et ces perches-là, elles me parlent beaucoup plus que ce que j'utilisais avant. Et en fait, là, c'est un des moments où bah, sur cette compétition, je bats mon record, mais net et sans bavure. Enfin, là, je touche pas la barre et je mets un wagon à mon record. Et derrière, bah, c'est la saison où j'avais un record à 50, je fais 54 à cette compète. Et les France, la semaine d'après, je fais 50, 55, 60, 65. Et puis l'été qui a suivi, je fais 70. Donc au final, c'est un choix que les autres entraîneurs n'auraient pas fait, que les autres athlètes n'auraient pas fait du tout. Mais que moi, sur un coup de folie, j'ai fait. Mon entraîneur, il m'a poussé là-dedans parce qu'il sait que je fonctionne comme ça. Et ça, c'est le brin de folie et d'avoir la tête dure et de se dire, OK, de toute façon, au pire, il se passe quoi? Au pire, je tombe. Au pire, la perche, c'est pas la bonne. Et ben, c'est pas grave, on reprend les perches d'avant et il y a pas il y a pas mort d'homme. Et c'est Mhm. juste un échec parmi d'autres et c'est pas grave. Et en fait, je pense que d'accepter l'échec et d'accepter bah, des fois la peur parce que ça fait des petits guillis dans le ventre, mais l'accepter dans le bon sens. Moi, quand ça me fait peur, ça me fait plaisir aussi parce que je me dis, OK, si tu en es là et que tu prends ces perches-là et que tu passes telle barre en compétition, c'est parce qu'avant, il y a eu tout ce que tu as fait avant et que tu es capable de le faire aujourd'hui. En fait, sinon, tu ne te retrouves pas ici par hasard. Donc, c'est qu'il y a eu une progression. Et moi, en bout de piste, avec mes 4,60 dans les mains, j'étais trop fière. Je me suis dit, mais là, si je fais un saut avec ça, je suis la seule meuf en France qui saute avec des 4,60. Et rien que ça, je me suis dit, si je fais un saut avec, c'est déjà une victoire. Peu importe le résultat, peu importe si c'est la bonne perche. Mhm. En fait, de partir de ce principe-là, je me suis dit, bah ok, vas-y, on fait le saut et comme ça, tu es la seule fille en France qui fait ça. Et je l'ai fait et au final, c'était un super bon choix. Donc, je pense que peu importe les qualités physiques, le gabarit, la muscu, la gym, il y a des avantages et des inconvénients à tous les gabarits. Petit, on est meilleur en technique. Grand, on est meilleur avec, on a plus de facilité à courir et avec les perches et l'impulsion. Mais en Mhm. même temps, techniquement, c'est plus dur de sauter. Donc, dans tous les cas, dans notre discipline, il y a de tous les gabarits. De toute façon, ça se voit sur les finales mondiales. Il y a des grands bulldozers, il y a des petits gabarits. Renault, il est plutôt petit. Duplantis, c'est pas non plus un Golgoth, même s'il est super baraque. Il y a vraiment de tout. Quand on voit Boubka à côté, le mec, c'est dimension d'un frigo. Donc, il y a vraiment de tout, mais par contre, il y a un truc que tous les meilleurs ont, c'est qu'ils n'ont pas peur et qu'il y a un mental vraiment à toute épreuve, que tu peux être deuxième et le premier, il t'a mis 20 centimètres. Si le concours, il n'est pas fini, tu te dis que tu peux gagner. Et ça, je pense que c'est une qualité que tu peux travailler, tu peux essayer de passer au-dessus de tes peurs, mais s'il y a un moment donné où la question, tu te la poses, ben, ça va pas donner du bon. C'est Alors vrai. que si tu te la poses pas, bah, franchement, tu fonces tête baissée. Alors des fois, tu te prends des murs, hein. Du coup, des fois, tu tombes de haut parce que l'option de perdre, elle n'existait même pas. Moi, c'est ce qui m'est arrivé l'été dernier au monde. C'était tellement impossible pour moi que je fasse zéro en finale des mondes que du coup, quand je fais zéro, un peu le château de cartes s'effondre. Mais en même temps, ça m'a permis de faire tout ce que j'ai fait avant où je me suis dit, bah non, bah, vu que perdre, c'est pas possible, bah, j'ai gagné en fait. Et ça, je pense que c'est un état d'esprit et un caractère qu'il faut avoir et qui fait qu'on est bon perchiste. Bah, oui, alors oui, parce que je pense que déjà la base de mon projet, c'était de faire les Jeux à Paris. Donc, me dire que l'objectif, en gros, enfin, que ce qu'on s'est fixé comme but, ça va être accompli et que j'ai pas fait les jeux avant et que du coup, mes premiers jeux, ce sera à Paris, ça me tient à cœur et je me dis, OK, bah, les premiers jeux que je vais faire, ça va être à domicile et il y aura mes parents dans les tribunes et tout le public qui va être là pour les Français. Mais en même temps, je pense que les jeux, c'est tellement particulier comme sélection que ça aurait pu aider de faire des premiers jeux sans forcément être peut-être compétitif parce qu'à 4,50 sur des Jeux Olympiques, on n'est pas. Enfin, on peut l'être, mais ça devient un coup de génie. C'est pas si simple que ça.
Je pense que ça aurait pu peut-être dédramatiser le truc. Après, ça, c'est dans l'optique où ça aurait été des jeux normaux. Tokyo, il n'y avait pas de public, il n'y avait pas l'ambiance qu'on aura à Paris, et il n'y avait pas l'ambiance qu'on a eue sur des mondes en salle, sur des mondes en extérieur. Et je pense qu'en finale, alors forcément, tu dis j'ai fait les jeux, donc tu deviens athlète olympique et ça, on ne te l'enlève jamais. Donc ne pas les faire dans tous les cas, c'est que ce n'est pas une bonne option. Mais Oui. a posteriori, je me dis je vais faire mes premiers jeux à Paris à domicile. Ça va être un truc de fou. Au niveau français, il y a plein d'entreprises qui nous suivent parce qu'il y a les Jeux à Paris. Les fédés nous suivent plus qu'avant, je pense, parce qu'il y a les Jeux à Paris. Et le fait que tout soit réuni à la maison, c'est clair que c'est un plus, sachant que de toute façon, l'expérience que j'ai prise avant pour préparer les Jeux, je pense que je l'ai prise beaucoup plus sur, par exemple, des mondes aux États-Unis ou des Europes en Allemagne où il y avait un public de malades et où il y avait une ambiance vraiment de fou. Ça, ça dédramatise un peu le truc Jeux Olympiques où il va y avoir des stades pleins et une ambiance parce que ben, finalement, on prend l'habitude d'être dans des stades pleins et c'est ça qu'on aime en fait. Donc moi, j'ai qu'une hâte, c'est de me pointer au jeu et de me dire, il n'y aura pas personne dans les tribunes comme il y a eu à Tokyo, mais par contre, il y aura plein de monde et surtout plein de monde qui seront là pour nous parce que on a beau dire ce qu'on veut, bah, même nous, quand on va voir un match de foot, on a beau pas connaître les joueurs, si c'est la France qui joue, on va chanter la Marseillaise dans les tribunes. Donc ça, c'est un truc qu'on aura, je pense, que sur une sélection à Paris. Et le fait que ce soit en plus les Jeux Olympiques, c'est clair que c'est. Je pense que ça réunit le fait de faire les Jeux, plus le fait d'être à la maison, plus les stades pleins. Pour nous, c'est en tant qu'athlète, je pense que c'est les meilleures compétitions qu'on puisse vivre dans nos vies. C'est des grands championnats où en plus il y a un grand public et que les publics sont actifs. Enfin, en Allemagne, les Allemands avec le sport, c'est des oufs. Et aux États-Unis, c'est pareil, les stades étaient petits et pourtant il y avait une ambiance de dingue. Et je pense que là, à Paris, le fait qu'on soit au Stade de France et qu'en plus ce soit plein à craquer de Français qui vont vouloir juste une chose, c'est que ben, avec nos maillots bleus sur la piste, on soit meilleur que les autres. Je pense que ça va être un gain et à vivre, ça va être exceptionnel. Donc forcément, faire mes premiers jeux à Paris, c'est pas dénué de sens et ça fait quelque chose. Nous, à l'athlé, il y a deux options. C'est faire des minima. Donc, c'est une barre qui est déjà annoncée, c'est 4,73. Si tu fais cette barre, quoi qu'il arrive, tu es au jeu. Enfin, sauf blessure, mais Ok. si tu fais cette barre et que tu es apte à faire les jeux, tu pars au jeu. Alors, il faut être maximum 3 par pays. Donc, si dans ton pays, enfin, il y a trois options, du coup, il faut être déjà trois conditions. Il faut être dans les trois meilleurs de ton pays. Il y a les Oui. minima qui te permettent de rentrer d'office. C'est un peu la carte, le multipass, on va dire. Et ensuite, il y a un système de ranking maintenant qui fait qu'on est 32 sur la piste pour les concours. Alors, on sera peut-être un peu plus, je crois, pour les jeux parce que c'est des nouveaux règlements, mais en tout cas, on est une trentaine en qualification. Et donc, c'est les 32 meilleurs du monde, à 3 par pays, parce qu'il ne peut pas y avoir 4 fois la même nation représentée dans la même discipline. Donc, en fait, le système de ranking, c'est les 5 meilleurs perfs de l'année. Donc, c'est sur un an glissant qui sont pondérés avec la compétition sur laquelle on a fait notre performance et la place qu'on a fait dans cette compétition. Donc, gagner des France, ça va ramener plus de points sur la même performance que faire sixième aux régionaux, par exemple, qui va rapporter, on va se le dire, 0 points. Si D'accord. tu fais dixième en Diamond League, tu vas gagner plus de points quasiment que si tu gagnes les France. Donc ça, c'est à la fois un avantage parce que bah, maintenant que moi là, actuellement, je crois que je suis 15e ou 16e au ranking mondial. Euh, Par exemple, nous aussi, il faut enlever les Russes, les Biélorusses, toutes les problématiques Covid, dopage et guerre qu'il y a en ce moment dans le monde qui font qu'on enlève quand même pas mal d'athlètes. Mais actuellement, en gros, sur un an glissant, je suis 15e au ranking. Ce qui fait que à chaque fois que je fais une grosse perf, ça rentre dans mon ranking et ça me sécurise un peu jusqu'à l'année d'après Oui. bah, ma place. Donc, c'est un avantage une fois que tu es installé parce que du coup, sur ta préparation de tes saisons, la préparation de ton année, tu peux être un peu plus tranquille en te disant, OK, là au ranking, je passe sur la sélection. Donc, je vais me préparer pour la sélection. Le pic de forme, il sera pour la sélection et pas pour un mois avant en France, par exemple. Et, et surtout, je vais construire ma saison de sorte à ce que ma grosse perf, season best ou record, je le fasse sur la sélection. Donc, sur le jour du championnat. Et ça, c'est
En fait, moi, je pense que ça permet d'être bon le jour J. Que c'est compliqué de faire ça avant, quand tu galères avec le ranking. Parce que jusqu'à l'année dernière, le ranking, ça veut dire essayer d'aller sur tous les meetings possibles et inimaginables pour ramener des points. Donc, parcourir la France, l'Europe et parfois le monde parce qu'il va y avoir un Gold ou une Diamond League ou un truc qui va ramener des points. Moi, dans ma discipline, le zéro est vite arrivé ou la mauvaise perf parce qu'on n'a pas le bon matériel, parce que les conditions extérieures, le vent, la pluie, c'est des choses qui arrivent vite. Donc, surtout quand tu es jeune et que tu as besoin d'un un peu d'expérience, de stabiliser des choses, bah, des fois, tu vas être pris sur une grosse compétition, mais tu n'as pas réussi à t'exprimer pleinement parce que même si tu as été bon, bah, des fois, la perf, elle reste pas. La barre, elle reste pas. Donc, il faut faire beaucoup de compétitions bien classées. Sauf que pour rentrer sur ces compétitions bien classées, bah, faut être bon au ranking. Donc, en fait, c'est un peu on vous prend dans votre job si vous avez 10 ans d'expérience, mais pour avoir 10 ans d'expérience, il faut travailler. Donc, il faut qu'on vous prenne pour le job. Et ça, nous, c'est un peu ça depuis 2-3 ans pour le ranking. C'est un peu galère pour les athlètes parce que, surtout pour les jeunes, en fait, pour passer des catégories jeunes aux catégories seniors, bah, les sélections seniors, c'est au ranking et au minima. Les minima seniors, ils sont ils sont costauds. Mais en même temps, ça reflète le niveau mondial qui est costaud en ce moment. Mais bah, le ranking, il faut être pris sur des compétitions sur lesquelles on n'est pas forcément pris. Donc, la solution, c'est bah, soit faire les minima, comme ça, tu es tranquille, soit bah, mettre 2-3 ans à pouvoir un peu caler ton ranking, commencer petit à petit. Puis après, par chance, il y a une compétition où les athlètes meilleurs devant toi ne sont pas pris, donc tu peux y aller. Puis ce jour-là, tu fais une bonne perf. Et puis après, franchement, bah, j'ai des bons agents. Donc, ils m'ont mis sur les bonnes compètes. Ils ont réussi à me faire rentrer sur des trucs où au début, ben, tu vas faire peut-être un gold dans la saison, mais derrière, ils ont réussi à te stocker sur plein de silver. Donc, tu commences par faire des points en silver. Puis après, comme tu as fait des points en silver, tu grappilles un peu. Puis du coup, tu peux être pris sur des gold. Et puis après, comme tu as grappillé un peu, tu peux être pris sur des Diamond League. Mais voilà, moi, pour l'instant, j'ai fait 2 Diamond League et j'ai fait 0 sur les 2. Donc, ça m'a rapporté 0 points. Et puis au monde, alors j'ai pris des points en qualif, mais comme j'ai fait 0 en finale, ben, j'ai pris 0 points. Donc ça, c'est des choses où petit à petit, quand on fait les sélections, on gagne des points. C'est des points qui restent pour un an. Donc en plus, là, par exemple, les perfs qu'on va faire en août au monde à Budapest, elles vont rapporter beaucoup de points et elles vont compter pour les sélections des Jeux en juin, juillet. Donc c'est là où ça devient très stratégique en fait. Avant, c'était des sélections au bilan. Tu faisais les minima ou alors tu étais dans les 32 meilleurs dans la meilleure perf de la saison en fait. Là maintenant, il faut être soit dans les minima, soit dans les 32 meilleurs, mais pas de la saison. Des fois, tu vas avoir la troisième perf de la saison, mais tu es 34e au ranking, tu peux pas être pris parce que tu as fait une grosse perf. Donc ça, c'est un peu délicat, mais en même temps, maintenant que je suis installée au ranking et que j'arrive à faire des perfs intéressantes régulièrement et sur un peu tout type de compétition. J'arrive pas pour l'instant à faire 4,70 tout le temps, mais en tout cas 4,50, je le pose assez régulièrement dans la saison et dans l'année. Donc, c'est à faire sur les bonnes compétitions, à faire sur des France qui ramènent quand même des points. Et puis après, ben, c'est forcément, moi j'ai fait 4,70, donc l'objectif de faire 73 dans l'année 2023-2024, c'est pas aberrant puisque j'ai en tête de faire record de France et c'est 73 en salle, 75 en extérieur. Donc ça va un peu tout va dans le même sens, mais voilà, après c'est les différents modes de sélection et c'est ça, ses avantages et ses inconvénients. Mais en tout cas, nous, on a à partir de juillet 2023 pour faire 4,73. Donc, on a un an pour faire les minima. Si je les fais maintenant, ça compte. Alors, ça ne va pas compter pour rien parce que ça va rentrer dans mon ranking et ça va me permettre de pouvoir le refaire après. Mais pour l'instant, aux yeux des fédés internationales et de la fédé française, ça ne compte pas de faire 73. Ça ne me mettra pas dans la case des sélectionnables. Par contre, à partir de fin juillet, si on fait 4,73, c'est ticket d'or pour les Jeux. Et là, pour le coup, à moins qu'il y ait 4 filles qui fassent 4,73, on est dans la sélection, c'est sûr, et on sera à Paris. Après, l'autre option, c'est de continuer à consolider son ranking et d'être dans les 32 meilleurs au ranking pour être pris comme ça sur les Jeux. Du top français, alors déjà, ça fait plaisir, on va pas se mentir, c'est cool. C'est surtout cool parce que je crois que ça fait 7 saisons. Je crois que ça fait 7 saisons que j'ai la meilleure perf française de l'année à la fin de la saison. Et ça fait 4 titres d'affilée. J'ai quelques titres, j'ai les jeunes. Et forcément, ben,
ramener la coupe à la maison, c'est sympa. Mais au-delà de ça, moi, j'avais besoin de me prouver des choses à moi, déjà au niveau national, parce qu'on m'avait dit, tu feras jamais de grandes choses dans ce sport. Donc, la première fois que j'ai gagné, je me suis dit, bon, bah voilà, déjà dans mon pays, dans ma catégorie d'âge, je suis la meilleure. En tout cas, aujourd'hui, j'étais la meilleure. Euh, Ça fait pas la même chose de gagner en n'ayant pas la meilleure paire française de l'année. C'est encore autre chose de gagner, je trouve, et de te dire, aujourd'hui, j'ai été la meilleure, mais cette saison aussi, j'ai été la meilleure. C'était pas qu'une paire sur le jour J, c'était sur le long terme, on va dire. T'as pas été bon que aujourd'hui, tu as été bon tout court. Et après, au-delà de ça, je trouve que c'est super important d'être le meilleur dans son pays quand tu pars représenter justement la France dans des compétitions internationales. Parce que pour moi, les athlètes qui ne se pointent pas aux France, alors maintenant, c'est devenu plus ou moins obligatoire. Mais les athlètes qui ne font pas les France et qui ne sont pas titrés ou qui ne sont pas médaillés, ils sont pris sur les sélections après, mais en fait, tu te retrouves au milieu du gratin international et ton pays, tu le représentes parce que tu as le maillot, mais il y a le meilleur de chez toi qui n'est peut-être pas présent. Et ça, je trouve que c'est problématique parce que ça fait des champions de France qui partent pas en sélection parce que c'est pas eux les meilleurs sur la saison. Donc ça met de la frustration, etc. Et ça fait des sélectionnés qui sont pas les meilleurs dans leur pays. Et je trouve que ça, c'est super important d'être bon chez toi avant d'être bon chez les autres. Je trouve que c'est une étape et dans ma tête, c'est un peu euh, indispensable. Mais après, ouais, pour le ranking, bah forcément, une fois que tu as été super bon chez toi, l'objectif, c'est d'être super bon en Europe et puis après d'être super bon dans le monde. Donc, quand ça se fait petit à petit et que tu regardes en arrière, tu te dis, OK, il y a 5 6 ans, mon but, c'était de gagner les régionaux et j'étais trop contente quand je gagnais les régionaux. Ensuite, j'ai voulu faire les France, puis passer en qualif des France, faire les finales. Ensuite, j'ai gagné. Maintenant, je fais les France élites. Et puis maintenant, l'objectif, c'est si je fais pas finale au monde, c'est les boules. Et si je fais pas podium au monde, c'est les boules. Donc, c'est quand même, c'est pas la même façon de voir les choses. Et je trouve que ça amène quand même aussi une légitimité. Euh, je pars jamais perdante parce que c'est pas mon état d'esprit et je pars toujours du principe que je vais gagner, même si je gagne pas forcément et que pour l'instant l'international j'ai jamais fait de médaille. Mais dans ma tête, je viens pour gagner, je viens pour ramener une breloque. Mais par contre, quand j'ai été prise à Belgrade, par exemple, au ranking, j'étais super loin. Quand ils ont annoncé les athlètes, toutes elles étaient genre dans le top 10 mondial. Et moi, j'étais là, genre peut-être 36, un truc comme ça. À l'époque, il y a un an, j'étais pas très, très bien classée. Et enfin, 36e mondial, c'est pas dégueu, mais en tout cas, pour une finale mondiale où il y a les 12 meilleurs, quand tu es 36e, tu dis coucou, moi j'ai été pris, mais c'est pas que je sais pas trop pourquoi, mais il y a forcément un moment où tu te poses la question de te dire j'ai ma place ici parce que j'ai été sélectionnée et par la Fédé internationale et par la Fédé française. Mais il y a une petite partie au fond, moi, où je me suis dit ok, je prends mes marques et le but c'est d'être le meilleur à ce moment-là mais peut-être plus tard. Et je pense que ça, c'est ce qui a fait que à Belgrade, j'ai peut-être pas réussi à donner tout ce que j'avais. Sur le moment, c'était les armes que j'avais, mais en tout cas, a posteriori, je me dis que j'aurais pu faire mieux ou faire autrement et faire plus. Parce que déjà, c'est mon caractère et que j'ai toujours réfléchi comme ça, mais parce qu'aussi, j'ai été vachement, je vais pas dire non plus timide, mais je suis vachement plus extravertie normalement sur les stades et dans ma façon de réfléchir, même si des fois ça se voit pas forcément parce que je suis dans mon truc, mais dans ma façon de penser, moi j'ai pas de scrupule à me dire en chambre d'appel, ok, là toutes ces filles-là c'est mes copines, je m'entends super bien avec, il y en a c'est vraiment des amis, mais par contre demain c'est les France et dans 2 heures c'est les France et je vais gagner en fait. Et moi, ça, je me le dis quand je suis en chambre d'appel et c'est ma façon de fonctionner et ça me transcende. De me dire, OK, toi, je te bats, toi, je te bats, toi, je te bats. Et pourtant, sur la compète, on est super copines. Et quand j'ai une perche dans les mains, par contre, ça n'existe plus. Je suis venue pour gagner, donc tant que je n'ai pas gagné, je continue. À l'international, j'ai eu beaucoup de mal à faire ça parce que toute l'année dernière, quand j'allais sur des gros meetings, sur des sélections, en chambre d'appel, je ne pouvais pas me dire, toi, je te bats. Parce que ma fille, elle a fait 4,90, comment tu veux que je la batte? J'ai fait 4,65 à cette époque-là, dans un grand jour, et je sais que, objectivement parlant, ce jour-là, sur le record, je ne vais pas la battre. Mais j'avais pas ce truc de me dire suffisamment, c'est un championnat, donc il peut tout se passer, et ça peut se passer pour toi bien comme mal, et pour les autres bien comme mal. Donc en fait, oui, sur le papier, tu peux pas la battre sur son record, mais aujourd'hui, c'est un championnat, c'est pas qui va sauter le plus haut, c'est qui va sauter plus haut que les autres. Et ça, il m'a fallu quelques meetings et quelques sélections à être baigné dans ce milieu-là et à me dire, OK,
Là, tu es 15e mondial, tu as la 6e perf des engagés, mais vous êtes toutes dans 5 centimètres d'écart. Et toi, je t'ai battu en meeting, toi, je t'ai battu à tel championnat, à tel truc, en qualif. Bah, demain, si j'ai envie de te battre, je te bats. Et c'est un état d'esprit que maintenant, j'arrive à avoir. Et là, je me pointe aux Europes, je pense, pour la première fois, en me disant en chambre d'appel, je fais partie des têtes que tout le monde a envie de faire tomber. Et ça, c'est un truc que j'aime bien, parce que je me dis, bah, vous voulez me battre, moi, je veux vous battre. Et avant, bah, je me pointais sur des sélections. Moi, j'étais contente de voir ces gens-là. Je me disais, putain, je suis mélangée au gratin et en même temps, bah, je prends mes marques et c'est nouveau. Et ces filles-là, elles ont 20 ans d'expérience. Elles en ont fait des quinzaines des sélections dans leur pays. Et elles ne te voient pas comme toi, tu les vois. Toi, tu les vois comme des têtes à faire tomber, mais elles te voient comme la petite jeune qui a été sélectionnée. Et c'est cool qu'elle soit prise, mais sans plus. Et la dernière fois, en meeting, ça m'a marqué. Je me suis dit, OK, là, sur la piste, comme en chambre d'appel, je suis arrivée en me disant, il n'y a rien qui me choque en fait. Je suis là, si je gagne, je gagne. C'est pareil. Enfin, sur la start list comme sur l'état d'esprit, si demain je gagne, je gagne. Et ça, c'est un truc qui m'avait manqué à l'international. Et je pense que c'est pour ça que dans l'état d'esprit, j'ai toujours été une fille de championnat sur les France. Et que ça fait un moment que je gagne les France. Hors exception, je me suis toujours transformée sur des France pour sortir mon épingle du jeu. Mais à l'international, j'avais plus de mal à faire ça. Et je pense que maintenant, c'est une problématique qui est réglée parce que, par exemple, je suis installée au ranking, parce que je sais que j'ai ma place, parce que sur les perfs que je fais, j'ai une confiance qui fait que ce que je fais, c'est pas aberrant et ce que je vais faire, c'est pas non plus démesuré par rapport à ce que je suis capable de faire. Donc, dans ma tête, je pense comme ça et ça me transcende après sur la piste. Donc, je vais essayer de garder ce mental-là parce qu'en plus, moi, j'aime bien, ça me fait. Enfin, après, c'est des modes de fonctionnement. Il y en a qui sont pas du tout revanchards ou il y en a, ils sont sur la piste, ils pensent juste à s'amuser, à s'éclater. Moi, ça fait partie du truc où je me fais plaisir et on se marre quand on est en championnat et on vit des trucs de fou et le public, on en joue et c'est génial. Mais je fonctionne aussi beaucoup au truc de ah ouais, toi, tu es dans la chambre d'appel, ben, on en rediscute après le concours. Et en fait, ça, c'est même pas parce qu'en plus ça reste très fair play et jamais il y a d'agressivité ou de ni de mauvaises paroles ni de mauvaises intentions, mais en tout cas dans mon état d'esprit, moi ce que je me dis dans ma tête à ce moment-là, c'est aujourd'hui t'es une bête de cirque quoi. Tu viens et tant que t'as pas gagné t'es sur la piste et tant qu'il te manque pas une jambe et que tu peux courir tu cours. Et ça je l'avais aux France. Et ben, maintenant, je l'ai aussi sur l'international. Et je pense que c'est parce qu'il y a eu pas mal de confiance engendrée par le ranking, par les bilans, par les perfs que j'ai pu faire et par le fait que maintenant, j'ai quand même quelques sélections derrière moi. Et que quand les gens ils voient Margot Chevrier et qu'on en parle, ils se disent pas ah ouais, c'est celle qui a gagné les France la semaine dernière. Ils se disent ah, c'est celle qui va aux Europes la semaine prochaine. Et ça, c'est pas la même chose, je trouve, dans la façon dont on se voit dans notre sport et la façon dont on est considéré, c'est pas la même chose. C'est difficile parce que tous les ans, je me dis que je viens de vivre le meilleur truc de ma vie. Donc, j'en ai pas mal en stock. Je pense que j'en ai un par saison. Mais je pense que plus que d'avoir fait 70 et les minima pour les mondes, d'avoir fait 65 en salle l'hiver dernier aux France, avec la saison qu'on avait passée, mon coach avait fait un burn-out, donc j'avais fait les 4 premiers mois de la préparation sans lui. C'était galère, il a fallu qu'on organise plein de trucs. C'était des proches qui m'avaient entraîné. Enfin, personne n'y croyait. Je pense que même moi, à un moment donné, j'y croyais plus. Mais on a réussi quand même à faire ce qu'il fallait et à renouer, on va dire, à retrouver une relation qui était saine et dans laquelle tous les deux, on était bien pour perfer et pour notre vie personnelle. Parce que le sport, ça prend quand même beaucoup de place sur nos vies perso, même si on ne s'en rend pas forcément compte, ni quand on est dedans, ni quand on est à l'extérieur. Mais ça empiète beaucoup et le fait de pouvoir être là le jour J, de battre mon corps et de le faire avec lui alors que ça faisait un moment que ça ne nous était pas arrivé et qu'on en avait vraiment besoin, je pense que ça, c'est un des meilleurs souvenirs que je garde. Et pour le coup, c'était mon père qui jugeait le concours en plus. Donc, c'est lui qui me remet le petit carton qui dit qu'on est champion de France et qu'il faut qu'on aille au podium.
Et il a gardé la feuille de concours, il y a des duplicata, il a gardé la feuille de concours officielle où il y a marqué les ronds et les croix que j'ai fait dans le concours. Derrière, je tourne 4,70. Enfin, c'était un concours assez fou. C'était quasiment à domicile parce que c'était à Marseille. Donc, c'est une salle que je vois souvent et il y avait plein de proches dans les tribunes. Et je pense que cette compétition-là, c'est une des compétitions qui a été la plus importante pour moi. C'est pas là où j'ai fait la meilleure perf puisque je fais 70 l'été qui suit. Mais je dirais que sur les grosses performances, c'est celle-là. Et après, sinon, les mondes à Eugene, pareil, c'est la première sélection où j'ai mon coach qui est accrédité et qui fait partie du staff de l'équipe de France, habillé en équipe de France. Donc, ça veut dire quelque chose pour lui aussi. C'est nos premiers mondes en extérieur. Et jusque-là, c'est ce qui se rapproche le plus des Jeux. Et avec l'hiver qu'on a passé, je crois qu'on avait vraiment besoin de faire des grosses compètes comme ça. Et il y a eu un moment où j'ai cru que je passais pas en finale parce que je fais 50 au troisième essai. Alors, on a su après que ça passait à 35 en finale, mais à l'époque, on ne savait pas. Et en fait, je me transcende, je sais pas, à 50 en bout de piste. Je me suis dit, mais en fait, à aucun moment, c'est possible que cette barre, elle passe pas. Et il me restait un essai, et vu les deux premiers, ça aurait pu passer comme ne pas passer, quoi. C'était vraiment juste une histoire de mental à ce moment-là. Et je me suis dit, là, en fait, tu passes cette barre, tu vas en finale des mondes. Tu passes pas, tu rentres chez toi. Et je me suis dit, c'est impossible que tu rentres chez toi, en fait. T'es pas venu pour rentrer chez toi. Et je passe la barre. Et là, à ce moment-là, j'ai compris qu'OK, la finale, c'était bon. Et ce moment-là où ils annoncent que le concours est fini et que toutes celles qui ont fait 50 et celles qui ont fait 35 sont en finale 2 jours après pour les mondes, ça a été un super moment. Il n'y a que 50 au final, hein. Donc la performance, c'est pas tellement ça. Mais de le partager avec Ninon et de le partager avec nos deux coachs qui étaient dans les tribunes et qui étaient quand même bien stressés qu'on passe en finale ou pas. C'était la première fois historiquement qu'il y avait deux Françaises en finale des mondes. Et c'était un truc qui était sympa à vivre parce que d'un côté, on rentrait dans l'histoire, d'un autre, on le vivait entre copines et avec nos coachs. Et que nos coachs, ça se voyait qu'ils étaient super fiers, super contents et qu'en même temps, bah, la vraie histoire des mondes, elle commençait 2 jours après. Donc, c'était des beaux moments et je pense que c'était, si je gardais deux souvenirs positifs pour l'instant, c'est ces deux-là. Et bah, dans le négatif, je pense que je garde quand même la finale des mondes. Qui passe pas et où je fais zéro parce que ça a été jusque-là, je pense, le plus gros échec et en tout cas la plus grosse déception, la plus grosse désillusion. Mais en même temps, dans la façon dont on a construit notre carrière et notre projet olympique et les galères qu'on a eues sur le relationnel avec mon coach et sur la façon de s'entraîner, de vivre cette défaite à deux et de constater comment on l'a gérée à deux et comment on a rebondi, je pense que c'est quand même une de nos plus grosses réussites, même si on fait zéro en finale des mondes et qu'on n'est pas classé. Parce que derrière, on a appris tous les deux, on s'est encouragés et soutenus dans ce moment-là qui était compliqué les quelques jours qu'on suivi. Et on a remonté la pente tous les deux. Quand il y en avait un qui ne remontait pas suffisamment, bah, il remontait pour l'autre et inversement. Et on a reconstruit la suite de la saison et la suite de l'année ensemble, alors qu'avant, on l'aurait fait chacun de notre côté en se tirant un peu dans les pattes parce qu'on a tous les deux nos caractères. Et là, voilà, c'était. Je pense que moi, quand j'ai vu comment on a remonté la pente tous les deux et comment on a vécu cet échec-là à deux, je me suis dit, bon, bah là, moi, sur l'échec en lui-même et sur le blocage de ne pas avoir sauté, je peux vivre n'importe quoi, je vais m'en sortir. Mais zéro au monde alors qu'on était venu pour potentiellement faire une médaille. Euh, la façon dont on l'a fait derrière et comment on a géré cet échec-là, on peut vivre n'importe quoi, on va s'en sortir et on sera soudés. Et ça, ça reste un beau souvenir, on va dire, de cette réussite, malgré l'échec qui a été mon plus gros échec, je pense. Je voulais juste, ça va pas prendre longtemps, mais moi, c'est un truc que j'entends souvent sur... bon, le sport féminin, on n'en parle pas parce que de toute façon, les femmes dans le sport, en fonction de sur qui on tombe toujours sur un peu des gens avec une pensée archaïque, on va dire. Mais c'est pareil pour le monde du travail. Et donc, au final, c'est juste un sujet parmi d'autres. Mais moi, ça me concerne plus le sport et les études. Et j'ai entendu beaucoup de fois, autant au début de mes études que quand j'étais en plein dedans et que maintenant, que c'était pas faisable de faire les deux. Et je pense qu'on ne peut pas faire plus poussé dans le sport-études que des études de médecine
et un projet olympique qui est en train de rouler plutôt bien. Et donc, si juste je pouvais glisser un petit mot sur ça et que c'est possible et que c'est pas tous les jours tout rose, mais de toute façon, même quand il y a que le sport, c'est pas tous les jours tout rose. Donc, il y a des moments où le fait d'avoir des études à côté, ça aide pour le sport, des moments où avoir le sport à côté, ça aide pour les études. Et j'ai fait ce choix-là en terminale, donc j'étais assez jeune. Et je pense qu'à partir du moment où il y a des jeunes qui ont envie de faire un métier, parce que c'est un métier passion et parce qu'ils se voient nulle part ailleurs, faut pas se poser la question de est-ce que ce serait plus facile d'aller en STAPS? Parce que c'est pas forcément le cas déjà, c'est pas forcément plus simple. Et que si derrière c'est un truc qu'on a envie de faire et que c'est un métier passion et des études passion, il faut aller là où on se sent bien, et il faut aller là où on se sent à sa place. Parce que je pense qu'il n'y a rien de pire pour un sportif que de devoir s'entraîner en n'ayant pas sa tête à fond dans l'entraînement et en ayant une rancœur quelque part ou un regret quelque part. Donc, je pense qu'il faut tout tenter. Après, ça passe ou ça passe pas sur le côté des études. Il n'y a rien qui empêche de commencer un cursus et de se dire, finalement, pour moi, c'est pas jouable. Et le sport reste prioritaire. Donc, soit je le fais plus tard, soit je fais autre chose. Mais de ne pas le tenter du tout, je trouve que c'est dommage parce que c'est faisable et qu'on commence à être quelques-uns, voire même plus que quelques-uns. On commence à être beaucoup à être en médecine ou en santé et à avoir des projets olympiques, à avoir fait les Jeux, à avoir fait les mondes, à avoir fait des médailles internationales. Donc c'est faisable et je pense que dans les valeurs olympiques, faut le propager aussi parce qu'il n'y a pas que le sport et je pense que c'est super important d'être bien dans sa vie. Et puis il y a la reconversion, c'est quand même super important. Moi, je me dis, le jour où je vais arrêter l'athlé, je vais pas avoir de problème sur le côté financier, sur le côté métier parce que j'aurai un métier et que je vais être plutôt tranquille en étant médecin. Mais en plus de ça, je vais surtout avoir un métier où je laisse une passion qui est ma passion sportive pour commencer en fait une passion qui va durer 40 ans de ma vie. Et je trouve que c'est trop dommage de faire un métier qui ne nous plaît pas pendant 40 ans parce qu'on voulait vivre 10 ans d'athlé incroyable. Donc, il y a possibilité de vivre 10 ans de sport incroyable et une carrière professionnelle incroyable aussi. Donc, je pense qu'il faut le faire.